Olivier Rafovitz, colonel Olivier Rafovitz, merci d'être avec nous. Bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Boker Tov. Alors, je dois vous avouer qu'on a beaucoup de mal à suivre et comprendre ce qui se passe sur le terrain et aussi, on va dire, dans l'échelon politique et militaire israélien. Avant-hier, on avait l'impression que l'on s'acheminait vers une sorte de cessez-le-feu, d'arrangement, de règlement. Et puis la nuit a été particulièrement mouvementée avec plus de 150 missiles tirés en direction du territoire israélien. Et puis hier soir, le cabinet restreint pour la sécurité nationale mandate Tzahal pour agir avec beaucoup plus de puissance contre le Hamas. Et quelques heures plus tard, on apprend que le Hamas a conclu un accord de cessez-le-feu. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Écoutez, il se passe que la situation est extrêmement à la fois fragile, mais en mouvement. En fait, il y a une pression très importante de la population de Gaza contre le Hamas. Le Hamas, en fait, est quelque part obligé aujourd'hui de trouver une solution, sinon il risque en fait la faillite totale et un changement radical de situation interne. Vous voulez dire que les Palestiniens qui subissent le joug du Hamas depuis maintenant plus de 10 ans, ceux qui sont allés manifester massivement ces dernières semaines le long de la frontière, sont en train de changer d'approche, sont en train de se réveiller, peut-être de faire pression? Comment une population comme celle-là peut faire pression sur un mouvement terroriste, radical, on va dire tout sauf démocratique? Ils se rendent compte, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la situation ne peut pas durer comme ça. Ils regardent ce qui se passe à Ramallah, ils voient ce qui se passe en Israël, ils regardent la télévision, ils sont pas déconnectés du monde. Ils se rendent compte qu'en fait le Hamas aujourd'hui, le djihad islamique, les mène dans une situation dramatique. Le Hamas a essayé en fait de faire augmenter, ses chances, oui, dans des négociations. Mais toute cette activité militaire, sécuritaire, de bombardement est en fait, de la part du Hamas, je dirais presque cette dernière salve avant d'arriver par obligation et par pression égyptienne à un accord avec, non pas seulement avec Israël, mais avec Israël, avec l'Égypte, avec l'ONU et avec d'autres pays arabes qui aujourd'hui ne peuvent plus supporter cette situation qui en fait arrive à une catastrophe et surtout qui met en danger la stabilité de la région. Ok, alors ça on peut peut-être le comprendre, même si c'est difficile de comprendre, d'envisager que cette population fasse pression sur le Hamas. On peut peut-être le comprendre, mais ce qui est encore beaucoup plus difficile à comprendre, et c'est du côté israélien, c'est la position du gouvernement israélien. On a l'impression que on comprend que l'État d'Israël n'est pas intéressé à une véritable confrontation militaire d'envergure, mais le message qui sort de l'échelon politique est un message de fermeté, alors que sur le terrain, eh bien, l'armée, on va dire, semble relativement conciliante, ne frappe pas de manière massive, de telle sorte que le Hamas puisse être dissuadé. On a l'impression que la force de dissuasion de l'armée israélienne, tout simplement, s'est considérablement effritée au cours des dernières semaines. Je me trompe? Non, ce sont des mots qui ont été écrits, qui ont été dits par des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Tzahal est une armée puissante, c'est d'ailleurs l'armée la plus puissante de toute la région. On est bien compte qu'aujourd'hui, lorsque Tzahal frappe des frappes chirurgicales contre des objectifs du Hamas, du djihad islamique, c'est parce qu'il y a une volonté de ne pas aller plus en avant. Il n'y a pas ici de volonté de frapper la population de Gaza. La guerre ici n'est pas contre la bande de Gaza. Le combat ici se fait contre les gangsters, je l'appelle les gangsters du Hamas, du djihad islamique, qui en fait tiennent cette bande de Gaza par la force. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous pouvons croire, encore une fois, c'est compliqué parce que, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, Daniel, il n'y a pas de démocratie de la bande de Gaza, donc les gens ne s'expriment pas de manière publique. Mais il y a un ras-le-bol gravissime dans la bande de Gaza, les gens ne supportent plus ce qui se passe, et du côté israélien, il faut quand même savoir que Israël ne veut pas, et on n'a aucun intérêt à ce que la situation là-bas explose au niveau social, au niveau économique, au niveau humain, parce que c'est 2 millions de personnes qui peuvent demain aussi aller à Erez, au point de passage de Erez,
sans d'ailleurs, je parle pas même de violence, mais ces gens-là peuvent demain essayer de rentrer en Israël par la force parce qu'ils ne supportent plus ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et là, on a affaire à des situations qui peuvent être très très graves au niveau gestion de la crise. Donc tout ça réuni, il y a ici un intérêt, encore une fois, commun, que la situation se calme. Alors, vous allez me dire, mais les bombardements, les missiles, évidemment, Israël ne peut pas continuer à accepter qu'on bombarde Israël et qu'on bombarde des villes, des villages, et qu'on mette Sderot, Beersheva, des dizaines de villages. Lorsque je parlais de force de dissuasion, je disais, et justement, même suite à la décision du cabinet restreint de la nuit dernière, qui était de dire qu'il faut frapper de manière plus forte, plus puissante les positions du Hamas, pourquoi finalement l'État d'Israël, l'armée israélienne, ne rehausse pas d'un degré, on va dire d'un palier sa riposte, par exemple en éliminant certains responsables, peut-être pas obligatoirement les plus importants, mais certains responsables pour faire passer un avertissement que l'on est passé du côté israélien à un nouveau palier de réaction. Pourquoi on ne va pas au-delà? D'abord, le mot palier est un mot juste. Il y a des paliers, effectivement. Les paliers, ils sont utilisés de manière graduelle. Encore une fois, je vous le dis, il faut que les gens comprennent bien. Il y a ici une situation qui n'est pas seulement une situation entre Israël et la bande de Gaza. Il y a d'autres pays arabes qui sont impliqués. Il y a l'ONU qui est impliquée. Il y a également les Américains qui sont derrière tout ça. Il y a ici une volonté politique d'arriver à un arrangement sans qu'il y ait une confrontation, sans qu'il y ait une escalade. Israël, aujourd'hui, n'a pas besoin, ne veut pas utiliser la force et demain payer le prix, encore une fois, comme on l'a connu il y a quelques années, sans trouver une solution d'ailleurs, radicale. Et entre-temps, nous payons un prix politique, diplomatique, économique, menaces contre des communautés juives dans le monde, attentats contre des juifs dans le monde entier. Vous voyez, je veux dire, tout ça réuni doit être bien réfléchi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit Tsahal a perdu sa force de dissuasion, excusez-moi, c'est un peu des mots, si vous voulez, qui sont un peu d'une naïveté. Vous savez, Tsahal, c'est pas un pays. Tsahal, c'est une armée d'un pays. Non, c'est par rapport à la réaction du Hamas. C'est-à-dire le Hamas a instauré il y a quelques semaines une sorte de nouvelle équation en disant chaque tir sera répondu par chaque tir, par un nouveau tir. Daniel. Et on n'a pas particulièrement sourcillé du côté des Israéliens. Vous êtes depuis longtemps dans ce métier de journaliste, vous suivez depuis des années la situation. Est-ce que le Hamas doit donner des notes à Tsahal? Vous croyez quand même que ce sont les Arabes qui vont nous dire, nous, qui nous sommes, est-ce que nous sommes? Vous savez, si nous devions attendre des Arabes qui nous donnent des notes et qui nous donnent, qui nous donnent leur avis sur ce que nous sommes, nous ne serions pas là. Tsahal n'a pas besoin du Hamas pour savoir que Tsahal est la plus puissante armée de la région. C'est pas pour ça que, parce qu'eux veulent qu'on frappe plus, qu'on va frapper plus. Nous allons frapper et faire ce que nous devons faire seulement selon l'intérêt israélien. Et encore une fois, le Hamas, avec tout le respect que j'ai pour eux, je dis ça avec beaucoup évidemment de sarcasme. Oui. C'est un gang d'hommes au pouvoir qui s'enrichissent sur le dos des Palestiniens, qui ont volé des milliards de dollars à la communauté internationale, qui ont mis ça dans leur poche au lieu d'aider la bande de Gaza. C'est vraiment des voyous. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on parle du Hamas, c'est comme quand on parle de l'État islamique ou du djihad islamique, ce sont véritablement des gangsters, des criminels. Ce sont des gens, encore une fois, je répète ce que je dis souvent, mais il faut le dire, ce sont des gens qui pendent les homosexuels, n'est-ce pas, qui lapident à mort les femmes suspectées d'adultère, qui tuent des gens sous prétexte qu'ils sont des pseudo-collaborateurs avec Israël. C'est-à-dire qu'on a affaire à des véritables criminels, des gangsters. Maintenant, eux, aujourd'hui, vont dire si Tsahal ou pas a perdu sa force de dissuasion. Si demain Tsahal veut rentrer dans Gaza, nous faisons une bouchée de Gaza. Mais c'est pas ça le but. Concrètement, vers où va-t-on maintenant? Apparemment, s'il y a une sorte d'accord de cessez-le-feu, on ne sait pas s'il a été confirmé côté Israël, on ne le confirme pas. Et puis, véritablement, dans la mesure où, comme nous le disions ensemble, la bande de Gaza n'est pas un territoire démocratique, souverain, avec lequel c'est pas un État, on va dire, reconnu et souverain. Donc, on peut remettre en cause n'importe quel accord qui peut être conclu avec une telle organisation.
confrontation. Vers où va-t-on aujourd'hui après ce round de confrontation, cette tension? Est-ce que, à votre avis, on va vers un retour au calme ou alors il faut s'attendre? Et je pose la question presque au nom des habitants de la localité de Sderot et du pourtour de la bande de Gaza. Est-ce que ils doivent s'attendre à nouveau à ce que l'on appelle ce tiftouf, cette pluie éparse de roquettes régulièrement, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines? Ils sont condamnés à cela? Je pense que nous commençons à aller, c'est le début, à une prise de gestion, une application de l'Égypte et d'autres éléments internationaux de la bande de Gaza, et qu'Israël n'est plus le seul et unique élément responsable de Gaza. Vous savez, jusqu'à maintenant, le monde entier regarde Israël comme étant le seul et unique responsable de ce qui se passe à Gaza. Nous sommes pas en charge de Gaza. Nous avons quitté Gaza en 2005. Vous savez, c'est comme si que vous demandiez maintenant, je sais pas moi, à la France, qui était en charge de l'Algérie, de s'occuper des problèmes actuels de l'économie algérienne. Alors que la France, effectivement, a été là-bas, mais a quitté l'Algérie en 62. Je veux dire, à un moment donné, mais le problème, c'est que les Gazaouis ne veulent pas qu'Israël quitte Gaza. On a quitté Gaza, mais Gaza ne veut pas quitter Israël. Nous, on veut quitter Gaza. Encore une fois, je crois qu'on l'a déjà dit une fois chez vous à la radio. Gaza est à la porte d'Israël. Gaza est un énorme problème pour Israël. C'est un problème social, humain, c'est un problème que nous ne voulons pas gérer, c'est pas notre problème. Maintenant, heureusement aujourd'hui, rentrent en compte de nouvelles cartes. L'Égypte, l'ONU, d'autres pays arabes, et encore une fois, si ces autres pays sont prêts à gérer, à aider et à faire que cette bande de Gaza aille mieux au niveau économique et social, tant mieux. Tant mieux dans l'intérêt de la région et tant mieux également dans l'intérêt d'Israël. Et s'il y a des problèmes sécuritaires, ils seront gérés, mais ils ne seront pas gérés seulement en tant qu'Israël responsable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vus par le monde comme les responsables de Gaza. C'est pas nous. Les Palestiniens, quelque part, ils veulent leur autonomie. Gaza, c'est 2 millions de gens sous autonomie du Hamas. Ils n'arrivent pas à gérer leur propre territoire. Ils sont dans une faillite permanente. Parce qu'ils sont, encore une fois, des gangsters qui gèrent un territoire. On n'a pas affaire ici à des économistes, à des gens qui veulent le bien-être de la population. Ils veulent le bien-être d'eux-mêmes. Les quelques dizaines, centaines de responsables qui sont millionnaires, milliardaires en dollars. Khaled Mashal, 2 milliards de dollars dans les banques d'Abu Dhabi. Ismaël Haniyeh, 45 milliards de dollars. C'est pas des gens qui ont fait leurs affaires avec des start-up en vendant du blé ou en vendant du maïs. Ils ont volé l'argent de la communauté internationale. Cet argent devait aller aux Gazaouis. Donc tout cela réuni à un moment donné, l'ONU aujourd'hui avec son nouveau responsable de la région, d'origine bulgare, quelqu'un qui a envie que les choses aillent mieux, peut-être, encore une fois, et c'est mon humble conviction, peut-être que nous sommes à la veille d'un nouvel arrangement. Mais même pour Israël, les Israéliens ont du mal à comprendre que Gaza n'est pas seulement un problème israélien. Gaza n'est pas seulement un problème israélien, c'est un problème de la région. Gaza est en frontière aussi avec l'Égypte. Pourquoi que Israël serait le seul responsable? Pourquoi l'ONU ne s'occupait pas de Gaza alors qu'elle s'occupe de l'Afrique, s'occupe du Yémen? Pourquoi seulement Israël? On n'est plus à Gaza. Vous comprenez, on n'est plus à Gaza. Alors, problème sécuritaire, on le gère, encore une fois, Tsahal, s'il y a besoin, est capable d'agir, mais on ne veut plus rentrer dans Gaza, on ne veut plus gérer Gaza, on n'a pas du tout envie de remplacer le Hamas et demain de s'occuper à donner à 2 millions de personnes à manger et à boire ou de leur donner du gaz et de l'électricité. C'est pas notre rôle. C'est compliqué, c'est complexe, ça paraît étrange ce que je vous raconte maintenant. C'est peut-être le début. Mais c'est vrai que c'est peut-être important, c'est vraiment, effectivement, si ça se comprend, ça se tient, ce que vous nous expliquez, que peut-être une fois pour toutes, eh bien, la communauté internationale prenne ses responsabilités et assume ses responsabilités dans ce qui se passe dans la bande de Gaza. En tout cas, merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, de nous avoir éclairé sur cette situation, comme je le disais, assez complexe dans la bande de Gaza. C'est vrai, très complexe. Et merci, nous espérons ne pas avoir besoin de vous solliciter à nouveau, ça serait le signe qu'il y a à nouveau une tension, mais en tout cas merci beaucoup de nous avoir éclairés et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom à vous tous et que les gens autour de Gaza, du moins, passent un Shabbat calme et que tout se passe bien. Merci beaucoup, Shalom. Voilà.